Salut les néo-autonomistes. Je vais vous raconter une histoire inspirante d'un collectif rencontré sur les bancs de l'université dont l'avenir se prédestinait à devenir ingénieur bien rangé pour de grosses sociétés. En 2018, ils décident de vivre en habitat collectif, restaurer le bâti existant de manière écologique et développer une activité économique locale autour de production agricole artisanale. C'est ce pari fou mais gagnant que j'ai le plaisir de vous présenter tout de suite sur l'archipel. Bonjour Vincent. Bonjour. On est chez les Chlorophylliens, c'est une association dans le Tarn. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça, s'il te plaît? Alors les Chlorophylliens, c'est une ferme qui a été achetée sur le lieu-dit de la Salvetat à Monestier en 2018. Et donc c'est une bande de 6 amis. On s'est rencontrés à Toulouse, mais on n'est pas forcément de Toulouse. Et donc on a acheté cette ferme il y a 4 ans. Et depuis, on développe des activités qui soient agricoles ou artisanes, voire des activités pour créer du lien aussi, donc comme des marchés d'été, des choses comme ça. Quand tu dis, tu peux nous développer un petit peu les activités? Ouais, bien sûr. Donc les activités, on a une activité de paysanne meunière boulangère. On a du maraîchage, on a de l'artisanat, donc de l'éco-rénovation avec Gaël. Et après, il y a des projets en développement mais qui ne sont pas encore là, comme on a des idées sur les champignons, culture de champignons et production de miel aussi. Voilà. D'accord, bon, on s'est planqué à l'ombre, là je préviens les gens parce qu'il fait une chaleur de folie. Toi, c'est quoi ta spécialité ici? Alors moi, ma spécialité ici, je gère la partie maraîchage. Okay. Donc ici, on est sur ma parcelle. Okay. Voilà, ouais. On est sur combien? On est sur... la parcelle fait un demi-hectare, mais en cultivé, quoi, avec les allées, il doit y avoir 2000 m². Ou 2500, donc un quart d'hectare. Tu avais déjà des bases là-dessus? Des bases. Des bases sur la production de formation? Non, je me suis lancé un peu comme ça, en lisant beaucoup. J'ai fait un an quand même, une année sabbatique en Afrique du Sud, où j'ai appris un peu la culture de légumes, mais c'était plus au niveau des jardins. C'est des gros jardins potagers que je faisais. Et du coup, de fil en aiguille, chaque année, je fais des petites formations, des choses comme ça. Du coup, on apprend petit à petit. Et c'est excellent. Je regarde juste, je faisais un tour pour montrer aux personnes. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un tracteur, mais tu me dis que tu t'en sers pas sur cette partie? Voilà, alors moi je travaille sur des planches permanentes. Donc ça veut dire que chaque année on essaye d'approfondir le sol pour pouvoir planter plus densément. Ce qui est intéressant pour les petites surfaces. Donc, ce qui implique de ne pas tasser le sol, jamais, voire même là où on cultive, on ne marche pas. Donc un tracteur, c'est hors de question. Et donc moi, vu que ma parcelle est un peu enclavée, un peu en bas du terrain, je m'en sers pour amener du compost et remonter les légumes. Voilà. D'accord. Tu es à combien à peu près de la salle de stockage pour que les gens aient un... Moi, je dois être à 100 mètres, mais à 20 mètres de dénivelé. Donc à la brouette, ça fait... Ouais, donc la salle de stockage au niveau de la maison jaune, là, je ne sais pas si on la voit. Alors la maison jaune, si... Attends, yes, on voit bien. Voilà. Donc c'est là-bas, ok, voilà. Pour que les gens aient une idée. Alors tu cultives quoi ici? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel choix tu as opéré et pourquoi? Ok, donc ici on est en maraîchage, ce qu'on appelle communément diversifié. Donc je sais pas, sur l'année, il doit y avoir une trentaine de légumes différents. Donc là c'est l'été, on est plus sur salade, courgettes, aubergines, poivrons, tomates, oignons. Il y a eu des carottes mais c'est fini. Et après l'hiver on passe sur les courges, les poireaux, les betteraves, le fenouil, les herbes aromatiques, les salades. Ouais, j'ai une trentaine de légumes, ouais, donc c'est... Et entre les cultures, tu mets de l'engrais vert ou des choses comme ça? Alors pour l'instant, j'ai pas mis d'engrais vert encore parce que j'étais pas équipé pour.
Quand je dis équipé, c'est que quand on veut mettre un engrais vert, après il grandit assez grand. Et là, vu que j'ai pas de machine, je suis un peu embêté pour le détruire, l'enfouir. Donc normalement l'année prochaine, j'aurai un motoculteur qui permet de faire ça, avec un broyeur et une herse rotative, donc qui respecte le sol, hein, qui travaille sur 5 cm, mais ne serait-ce que de broyer, hacher fin, voilà, le faire à la machine. Ça, vu que je travaille à la main, là je peux pas le faire. Donc l'hiver, ma stratégie, c'est de, je sais pas si on les voit là, mais sur les images, il y a des grandes bâches noires. Donc l'hiver, pour que le sol se repose et qu'il soit pas à nu, parce qu'on essaye de maintenir le sol le moins à nu possible, je viens bâcher avec des grandes bâches. C'est très agréable au printemps après quand on débâche pour commencer à travailler à la main. Tu peux bien t'enfoncer avec la bêche. Voilà, c'est ça, avec la grelinette. Avec la grelinette. Ah, tu fais à la grelinette? Je fais tout à la grelinette. Est-ce que tu peux nous dire, tu nous dis que tu as fait des lectures, parce qu'à la base tu n'étais pas de ça, est-ce que tu peux nous dire tes références un petit peu, qui sont les gens qui t'ont Bien sûr, inspiré? alors les gens qui m'ont inspiré sur l'installation en tout cas, beaucoup sur le modèle de petite ferme et tout ça, j'ai envie de dire évidemment, mais pas tout le monde le connaît, mais Jean-Martin Fortier, donc c'est un Québécois, qui remet des anciennes méthodes de maraîchage françaises en fait au goût du jour et qui les améliore. Oui, qui arrive à avoir un business. Ah ouais, qui a un gros business. Mais sans parler des formations, mais sa ferme arrive à. Ah, sa ferme tourne bien, ouais. Ouais, bien tournée. Ouais, ouais. Et est-ce que tu produis, c'est à destination de quoi? C'est pour des. Alors, on est exclusivement en circuit court de commercialisation. J'ai des clients qui viennent directement à la ferme. Ça, c'est une petite partie. Les grosses parties, c'est le marché d'été à Monestier et le marché de Carmaux, toute l'année. Ah oui, c'est vraiment du local. Ah, c'est le local. Et après, oui, Carmaux, pour vous situer, on est à un quart d'heure là. Et c'est mon marché qui est le plus loin. Et c'était vraiment, vous, dans votre cahier des charges, de vraiment nourrir en local? Alors oui, c'est ce qu'on se disait. Après, on ne savait pas comment ça allait tourner. Enfin, Toulouse, ça reste à 1h30. Pourquoi pas? Mais en fait, par rapport au volume qu'on produit ici, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Voilà, non. Ça te dit, bon, parce que là je te vois déjà à moitié, on se protégeait, je te vois à moitié non, au soleil. monsieur, là je suis bien. Qu'on fasse un petit tour pour montrer aux gens. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Il y aura peut-être un petit contre-jour. Ok. Et écoute, je te suis. Si tu veux nous parler un petit peu, continuer sur les méthodes donc, de Jean-Martin Fortier. Il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré? Il y a Jean-Martin Fortier. Après, il y a, sur la culture de légumes, il y a Elliot Coleman qui travaille un peu comme lui. Et Elliot Coleman, c'est un Américain qui doit être proche de la retraite maintenant. Et qui travaille pareil en planche permanente. Mais lui qui a des plus grosses fermes, il utilise quand même le tracteur et tout ça pour... Donc là tu es en train de monter la planche des cucurbitacées, le jardin des cucurbitacées. Alors mon jardin il est organisé en 4 ou 5 jardins. D'accord. Donc il y a des... Moi j'appelle ça les blocs. Les blocs ils vont tourner chaque année pour respecter les rotations. C'est-à-dire, tu peux un peu plus le développer? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là cette année j'ai fait un bloc avec les salades et les courgettes et les courges. Et ce bloc-là, en fait, va se déplacer, par exemple, sur la zone du bas, où il y a eu les aliacées. Vas-y, on t'entend, tu peux continuer, vas-y. Où il y a eu les aliacées, donc les oignons, les poireaux, où j'ai mis aussi les fenouils et les carottes. Donc, et tout ça, chaque année, va se décaler d'un carré, un carré, un carré. Pourquoi? C'est pour que le sol n'ait pas toujours les mêmes plantes? Pour que le sol n'ait pas toujours les mêmes plantes, pour qu'une plante elle se nourrit de certains minéraux, certains nutriments dans le sol. On vient respecter ça et c'est aussi pour le cycle des maladies. On est en bio ici, donc on ne peut pas traiter. Donc notre meilleur traitement c'est la rotation, qu'on veut dire, pour respecter le sol. J'ai vu une vidéo récemment qui disait éviter le bio, c'est un piège. Est-ce que ça va, tu arrives à gérer ou... Je viens de la voir ce matin, moi cette aussi, vidéo. Je l'ai vu. Ah, mais non, mais ça m'a marqué, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Est-ce que toi, tu le subis ça ou J'ai pas trop compris en fait. À cause des quotas, il y a du... J'avoue que moi, il y a du gaspillage. Non, moi, j'ai pas de gaspillage là. Peut-être les premières années, parce que les premières années, mes productions n'étaient pas bien calées. C'est-à-dire que je vais avoir énormément de courgettes pour très peu de tomates. Donc les gens, ils viennent sur le stand pour acheter des tomates. Et si tu as des courgettes, ils en achètent. Donc maintenant que j'ai un stand un peu plus cohérent, si tu veux, j'ai vraiment 2 marchés qui s'enchaînent jeudi, vendredi matin, plus les ventes à la ferme. Je gâche rien. On voit les bâches en même temps, excuse-moi. Ouais, non mais super. Donc t'enchaînes et t'as pas le temps d'avoir de la perte, tant mieux. Non, ça peut arriver, mais franchement c'est rare. Maintenant c'est rare. J'ai envie qu'on enfonce une porte. Tu me dis que tu as vu cette vidéo, tu en as sûrement vu une autre. Je vois que tu utilises de l'eau pour planter. T'es si mauvais que ça? Moi je vois, il y a un mec qui dit devant une caméra, moi, bon par contre apparemment il a eu des pertes sur d'autres années. Est-ce que tu peux nous parler de la réalité du Sud? Oui, bien sûr, la réalité du Sud. Donc là par exemple cette année, au jour où je vous parle, on est dans le Tarn, au nord du Tarn. On n'a pas eu de pluie, on a eu une pluie depuis avril. J'ai eu la même. Voilà, fin juin.
Et en plaine, il est tombé 50 mm et ici, il est tombé 20 mm ou 30. Ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal, mais c'est une pluie, quoi. J'ai une pluie de 5. Voilà. En juillet, il a fait 0. Et là, pour l'instant, en août, il a fait 0 et on est le 9 ou non, on est le 11. Mais alors, il résiste pas sans eau Non, alors moi, il résiste pas sans eau. Moi, j'ai pris parti d'irriguer. Donc malheureusement, là, pour les premières années où on n'a pas fini tous les systèmes de récupération et tout, on a switché sur l'eau potable pour cette année. Ouais, carrément. Et ben, c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir continuer mon activité. Ah ouais, non mais donc vraiment comme quoi... Je raisonne comme ça. En fait, moi, au litre d'eau dépensé, j'ai beaucoup plus de légumes qu'un particulier. Oui. Sans me vanter, du coup, voilà quand on... Ouais, non mais... Voilà. Et bon, après, sur les années suivantes, on a construit une mare de 400 m3 qui est reliée à toutes nos toitures. Donc on va pouvoir tenir avec ça, autant pour les fruitiers que pour les légumes. Bon, tu vois que j'ai des progrès à faire sur le storage des tomates. Ouais. Je pense que l'année prochaine, j'arrête le bambou et je passe au fer à béton. Ouais. Non, c'est trop lourd les tomates, ouais, carrément. Et dis-moi, j'en profite parce qu'on parlait d'irrigation. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je vais mettre ici, voilà, je vais te filmer là. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce que tu faisais avant, parce que vous êtes rencontrés sur les bancs de l'université, apparemment. Tu as fait quoi comme formation? Alors moi, j'ai fait une formation d'ingénieur technique, en fait, à l'INSA. Ma spécialité, c'était l'eau. Donc, c'était mais plus le traitement de l'eau usée et traitement d'eau potable. Voilà. Enfin, les productions d'eau potable. Tu comprends un petit peu les... Et du coup, ouais, j'ai bossé ensuite 5 ans en Ariège sur des systèmes d'irrigation agricole assez gros. Genre pour les maïsiculteurs et tout ça. Ah oui. Voilà. Donc, un autre truc, c'est passé ça. Oui. Ah ouais, ça t'a tellement plu. Donc, tu t'es dit, je vais plus le faire. J'ai un peu de connaissances en eau et tout ça. Et oui, on en parlait tout à l'heure. Je disais ça un peu en blaguant, mais finalement, pour être maraîcher, les plantes, on les apprend. On apprend à les connaître. Si on apprend surtout le sol, à avoir une bonne qualité, on a des belles plantes. Maintenant, il y a une grosse partie du travail, c'est l'arrosage, la mécanique. Donc finalement, il vaut mieux... Un peu mieux être... C'est dur ce que tu vas dire. C'est un peu dur ce que je vais dire. Pour certains, ça va pas plaire peut-être, mais des fois, il vaut mieux être un expert en système d'eau, par exemple, pour savoir amener l'eau facilement. Maintenant que j'ai un système tout automatisé, j'économise au moins 2 heures ou 3 heures de travail par jour. Ce qui me permet d'en faire encore un petit peu plus sur mes planches, peut-être. Un peu plus de désherbage, un peu plus de production. Voilà. C'est dur. Et tu m'as dit la technique aussi, beaucoup de technique. Beaucoup de technique, ouais, c'est ça. Mécanique. Mécanique. Bon, alors mécanique, moi je suis pas encore très doué, mais voilà, quand j'ai des pannes de tracteur, je fais appel souvent à des copains. David qui est sur la ferme, puis on a un mécano volant là qui est son camion, son camion garage, qu'on va dire, avec tous les outils, compresseurs et tout. C'est génial. Il est dispo dans la semaine en général, donc ça aide. Ça aide, mais ça a un prix. Et la dernière fois que je n'ai pas pu démarrer le tracteur, par exemple, voilà, donc c'est pour ça que je dis, ouais, la mécanique, l'irrigation, c'est pas mal. on revient sur le projet un petit peu avant de, là, après on va rentrer dans la serre. Combien vous avez d'hectares ici? Combien vous avez de mètres carrés de bâti? Ouais. Combien ça a coûté? Est-ce que tu peux nous définir un peu tout ça, s'il te plaît? Donc là, on ne reparle pas que du maraîchage, on parle de la ferme dans son ensemble, avec les prairies, les fruitiers et la grande culture céréalière pour le pain. Donc là, on est sur une ferme de 28 hectares. Il y a un demi-hectare en maraîchage, donc on a dit. Il y a 1 hectare de fruitiers. Il y a 18 hectares de culture céréalière en rotation. Donc ça veut dire que ce n'est pas des céréales sur les 18 hectares tous les ans. Il y a 6 hectares par an en céréales et ensuite c'est des rotations de prairies, engrais verts, etc. En bâtiment, on cumule 1500 m² de toiture. Alors pas d'habitable, hein. Il y a du hangar, des granges, des ateliers, tout ça. Et la maison. Les bâtis nous ont coûté... En tout, le bâtiment nous a coûté 109 000 €. Pour 1500 de bâtis. Ouais. C'était à rénover par contre. Mais... Ah ben on voit bien. D'accord. J'ai pris l'image, tu sais, quand ils font la rénovation du chantier. Et donc au niveau des terres, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était autour de 100, c'est entre 150 et 200 000 € je pense pour les 30 hectares. Donc en tout, presque 250 000 € votre projet? Ouais, c'est ça. Sauf que pour les terres, on n'a pas dépensé l'argent. C'est-à-dire que... Vous avez volé les terres. On a volé les terres. Non, c'est pas vrai. Quand on a acheté, donc grâce à Nina qui s'est installée dans un... On va dire qui a dû suivre un schéma un peu conventionnel pour s'installer, ce qui nous a permis d'avoir la ferme d'ailleurs. Donc elle a fait
ce qu'on appelle une DJA, dotation jeunes agriculteurs. Ce qui nous a permis d'être aux yeux de la SAFER, donc l'organisme foncier qui gère le foncier agricole en France. Des gens bien. Ouais, des gens super. Qui nous a permis d'être prioritaire sur l'achat des terres. C'est très bien. Ouais. Et donc du coup, et qui nous a permis aussi, vu que c'était l'installation d'une jeune agricultrice, d'accéder à un système qui s'appelle le portage SAFER. Donc elle a signé un contrat avec eux sur 7 ans, qui nous permettait de juste être en location, en fermage sur les terres, sur une partie, et avec obligation d'achat au bout des 7 ans. J'y reviens. Et ensuite, pour 8 autres hectares, ça c'était pour 20 hectares, pour 8 hectares, on a monté un GFA, un groupement foncier agricole. Donc là, ça veut dire qu'on a fait appel à des gens qu'on ne connaissait pas, de la famille, des amis. Chacun pouvait acheter une part dans le GFA, ce qui nous a permis d'acheter les 8 autres hectares. Excellent. Voilà. Vous êtes combien en tout le pilier de On est 6. Vous êtes 6, d'accord, pour que les gens puissent savoir. Oui, bien sûr. Pour diviser. On est 6 et dans le GFA, il y avait peut-être 80 personnes. D'accord. Voilà. On peut se faire aider comme ça, assister par les réseaux, à 6, le réseau il est multiplié par 6, donc c'est énorme ce qu'on peut arriver à faire. C'est bien de dire ça. Ouais. Et ça n'a pas été dur de vivre en communauté au début? Non, ça va au début, ça va. Après, c'est vrai que dans la maison, on est un peu les uns sur les... Enfin voilà, c'est une colocation, quoi. On n'a pas encore chacun nos habitats partagés autour. C'est l'idée à terme. On tend tous vers ça, même c'est en train de se faire pour certains. Donc ça, c'est un aspect, voilà, plutôt... Enfin, pour moi, ça a été sympa. Après, chacun a son avis là-dessus. Ah ouais, non mais... C'est, enfin moi, pour vivre en coloc, même déjà en couple, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Et j'avais une autre question, elle va me revenir pendant que tu étais en train de... oui, vous êtes formé comment? Vous êtes en Alors pour le... Alors attends, pour tout. Pour l'habitat, pour les bâtiments, on a une SCI, Société Civile et Immobilière, dans lesquelles on a tous une part, mais des parts qu'on a cédées avec contrat de rétrocession à notre association des chlorophylliens. C'est là où on raccroche que c'est un projet associatif. Et participatif aussi. Quand vous partez, ça revient à l'association? C'est déjà à l'association. Génial. Ouais. Nous, on a gardé tous une part de peut-être 1 000 € sur les 109 000, mais le reste, c'est à l'association. Donc, c'est le CA qui prend les décisions, les CA de l'asso qui prend les décisions. Ce qui nous permettra, on ne sait pas encore ouvert, on sent que le collectif tend vers là, mais ce qui nous permettra, quand on voudra ouvrir le collectif, permet des intégrations beaucoup plus simples sans passer par notaire, case notaire, etc. On passe par l'asso. C'est l'idée. Après, ce montage-là a pu nous mettre des freins. Pourquoi? Quand on a voulu postuler à certaines aides à la rénovation, comme l'ANA, pour ceux qui connaissent. Non, mais c'est bien comme ça, les gens chercheront si ça les intéresse. Voilà, parce que vu que le montage administratif qu'on a fait est valide mais compliqué, les administrations, ensuite, quand on demande des subventions, elles tiquent et elles ne comprennent pas, donc elles bottent en touche. En fait, c'est même pas, on n'essaye même pas de creuser. On cherche pas. Voilà, c'est trop compliqué pour nous. C'est pas dans les cases, de toute façon, donc... voilà, et ensuite pour les terres, comme j'ai expliqué, on avait le portage SAFER, le GFA, et ensuite on est en train de tout unifier tout ça, parce que après 2 ans d'études sur le terrain et tout avec eux et de réunions, on est en train de les terres sont en train d'être achetées, que les terres, hein, pas le bâtiment, sont en train d'être achetées par Terre de Liens. Donc là, d'ici quelques mois, on va devenir fermier Terre de Liens. C'est bien. Et on est plutôt content, ouais. C'est une bonne chose. Au début, on a pris des choses avec des pincettes des deux côtés. On s'est observé, nous on a observé Terre de Liens, ils nous ont observé. Et on va dire qu'on a embrassé leur éthique. Enfin moi en tout cas, ce qu'ils affichent c'est parfait. Ils veulent de l'agriculture, on va dire que ce soit labellisé, mais ça c'est parce que c'est une garantie, quoi, que ce soit Nature et Progrès ou AB ou biodynamie. Enfin, il faut qu'il y ait un label de... Qui a créé ça? Excuse-moi, comment Terre de Liens, par contre, je ne connais pas leur historique. Souci, okay. Je vous invite à aller voir sur leur site internet voir, qui est sûrement une meilleure pub. Bien développé. Non, pas de souci. Et après, on va dire que la période de rencontre a été assez précise de leur côté, quoi. Ils nous ont demandé plein d'éléments, on va dire même comptables, tout ça, comment la ferme tournait. Est-ce qu'on comptait exploiter encore pendant longtemps? Enfin, exploiter... C'est pas un bon terme pour chez nous, mais ouais, c'est une exploitation. Vivre. Ouais, faire tourner la ferme. Faire vivre, ouais. Voilà. Viens, parce que vu la chaleur, j'ai le matos là qui commence à être brûlant, et je pense que l'humain aussi est brûlant. Ça va, je suis habitué. Viens, on va montrer quand même la production en intérieur, parce que carrément, la serre. La serre, on est dans le sud, on est obligé de mettre des voiles d'ombrage pour ceux qui nous regardent depuis le nord. Je sais pas comment vous êtes. Tu rigoles pas, mais j'ai eu quelques retours, ça sèche. Mais des fois, il fait plus frais du coup à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout en bas. C'est pas désagréable là en bas même.
Alors, Voilà. fais voir. Ah, mais c'est pour ça que j'ai bien fait de te dire, viens, on y Donc va. bienvenue dans ma jungle. Ah non, mais j'adore ça. Ouais. Wow, il fait bon. Bah oui, je t'ai dit. En bas, en haut, ça tape. Il y a des papillons partout et tout. Ouais. Ah, là, ils aiment la chaleur, les insectes. Hein. Donc là, on est sur la serre, donc c'est très dense, hein, parce que j'ai qu'une serre pour l'instant. Je vais en rajouter une, je pense. Ouais. Aussi parce que je suis en train de me faire labelliser bio, donc je suis obligé de faire des rotations. Voilà, je mets tout le temps la même chose sur la serre, c'est une exception. D'accord. Donc là, on voit les tomates, les aubergines, les poivrons. Ouais. Bon, le rang de concombre. Concombre, c'est dur en bio. Hein, concombre, c'est dur en bio, ouais, c'est dur en bio, ça chope tout un tas de trucs. Combien de temps dès que tu es arrivé, t'as produit ou ça t'a pris quand même du temps? Non, mais je me suis installé en 2019. Je suis arrivé ici en 2019 et j'ai commencé par faire une saison directe. Mais toute petite, hein. Là on a vu le jardin tout en place, là, tout est utilisé. J'ai parlé de 4 ou 5 blocs tout à l'heure, j'ai utilisé qu'un des 4 ou 5 blocs pour me tester. Voilà, faire une saison d'été. Et ensuite, petit à petit, j'ai augmenté et là je suis presque au régime. Ouais, ça va, tu penses que tu vas vite rentrer, je vais améliorer mes plannings juste pour pouvoir faire plus de rotation et plus de légumes, du coup, voilà, plus de remplacement. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Avec un peu d'augmentation, du coup, pour l'été, on va dire la saison, là, elle est bien, c'est comme ça. C'est pour l'hiver, surtout automne-hiver, là, que j'ai besoin d'améliorer un peu. Tu me dis, vous êtes rencontrés à Toulouse, mais vous veniez pas de là, c'était pour les études, t'étais d'où avant? Moi, j'étais du Var. D'accord. Donc le sec aussi. Ah ouais, c'est pour ça que l'eau, ça t'a intéressé. Ouais, direct, je pense, peut-être il y a un truc à creuser, là. Et du Var, vraiment en mode ville ou en mode... non, campagne, ouais. Ouais. Okay. Mais sur la côte, mais campagne. Ah mais ça doit pas être les mêmes prix. Quand tu as cherché ici, tu as dû être impressionné. Ah oui, non, mais c'est nickel, ouais, non, c'est parfait ici pour s'installer, ça vaut le coup. Je pense que l'hectare maraîcher dans le Var, c'est plus cher. Ouais. Élise, j'en profite, tu es en pleine préparation. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est partie l'idée de préparer ici à la ferme du pain? Eh bien, ça remonte à quand ça quand on a commencé à s'installer ici, j'avais déjà le projet avec Nina de vouloir faire des grandes cultures. Et l'idée de faire du pain est venue assez progressivement. J'avais commencé à en faire un peu dans ma colocation à côté de Toulouse. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis venue ici, je me suis installée, j'ai rencontré des boulangers, des paysans boulangers. Ouais. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais bien faire du pain, parce que je savais que je voulais faire des produits transformés avec les grandes cultures. Ouais. Et j'ai rencontré un paysan notamment qui faisait le marché qu'on fait là à Monestier. Et il m'a proposé de venir en faire chez lui. Et en fait, assez rapidement, il m'a dit qu'il arrêtait le marché de Monestier et qu'il me proposait de reprendre. Pression ou pas là? Tu t'es dit, je saisis l'occasion? Et bien en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai saisi l'occasion et j'ai commencé à faire du pain. Ouais, quasiment. J'ai commencé quand? Chez lui, j'en ai fait en janvier 2018 et ensuite, directement en mars, j'ai commencé à faire mes propres fournées, à faire un peu de vente à la ferme. Ici, et je me suis lancée, depuis, j'ai pas arrêté. Vous êtes combien à faire du pain par jour ici? Ça dépend un peu des moments. Normalement, on fait du pain, Nina et moi, et j'ai pas mal de coups de main sinon, le reste de l'année. Okay. Là aujourd'hui, par exemple, on était 4 à faire du pain. 4? Parce qu'il y a le marché Il y a le marché, puis ensuite, il y a des copains de passage et qui nous aident à le faire et qui apprennent aussi. C'est génial. Et vous sortez combien là de kilos Aujourd'hui, on en fait 180. Pendant l'été, on fait autour de 170 et 200 kilos l'été. Et le reste de l'année, on est plutôt autour d'une centaine de kilos par semaine. Une fournée par semaine. Et c'est votre propre farine ici? C'est notre farine, tout à fait. On fait les céréales, du coup, du blé, du seigle et du petit épeautre. Et après, on le récolte et on fait la farine directement. Il y a le moulin juste à côté. Là. Ça, pour l'instant, ce qu'il y a dans le four, c'est le seigle. C'est le seigle. Et oui, on reconnaît la couleur. Il va encore avoir besoin d'un peu de cuisson. Rappelle-nous, quand tu tapes dessus, c'est pour voir... C'est ça. En fait, tu peux voir un peu à la tête du pain s'il est cuit ou pas. Et après, c'est le son qu'il fait. C'est le son. Tout à fait, c'est le son. Et le seigle, ça met pas mal de temps à cuire. Et du coup, là, j'attends qu'il soit prêt. Dis-moi, tu voulais faire de la boulangerie au début ou t'es partie d'où à la base? Je suis partie d'où? En fait,
Je savais que j'avais vraiment une accroche avec le pain et je voulais me laisser le temps en fait d'essayer, d'aller faire chez des gens et j'ai tout de suite vu que ça me plaisait. Le rapport avec la pâte, la matière. Mais à quel âge t'as vu que ça te plaisait? Ah non, ça a été vraiment... on va dire, quand on a commencé à parler du projet autour de 2014, je savais que j'avais envie de faire de l'agriculture. Je ne savais pas encore quoi exactement. J'ai vraiment pris mon temps pour essayer de voir dans quelle branche est-ce que je voulais m'investir. Mais non, ça a été... J'ai pas envisagé l'agriculture avant le début du projet des chlorophylliens, en fait. Et tu faisais quoi avant? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est souvent les changements de vie radicaux. Et t'étais en ville avant? T'étais où? En fait, j'ai une formation d'ingénieur agronome. Je viens de la région parisienne. D'accord. Et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis dans la région toulousaine, en Occitanie. Et j'ai travaillé à la Confédération paysanne et à l'ADEAR, en Haute-Garonne. Et voilà, assez vite, en fait, j'ai travaillé 3 ans, un peu plus là-bas. Et après, je me suis dit que je voulais m'installer en agriculture. Comment vous êtes rencontrés, les chlorophylliens? Eh bien, on s'est rencontrés via les études, via les réseaux de copains toulousains. Et après, il y a aussi David et Vincent qui sont des amis d'enfance. Nina, on s'est rencontrés en études, en école d'agro. Et ouais, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. Excellent. Et ça va, t'as pas... ici, parce qu'il fait... Ah bah écoute, tu peux venir voir, hein. Si, il fait chaud. T'es à combien? Attends, je vais essayer de filmer en même temps le laser. Écoute, là, je suis à, tu vois, 217. Du coup, il manque encore un peu pour que je puisse enfourner la suite. À combien tu dois être pour pouvoir enfourner la suite? Écoute, là, affiché, du coup, après, je fais une petite moyenne, mais je suis autour de 230-240. 230-240. Ouais, c'est ça. Et un pain, il cuit en combien de temps environ, par exemple? Ça dépend de la taille, mais entre 20 et 30 minutes, quoi, pour les gros. Ça va assez vite quand même. Celui qu'on a vu là, que tu as sorti? Là, ceux-là, les seigles, ils mettent un peu plus longtemps. Surtout que je les enfourne à plus basse température pour qu'ils aient vraiment le temps aussi de lever. C'est un peu particulier, le seigle. T'arrives à un moment un peu spécial de la fournée. Je vais remettre un peu de bois. Vas-y, moi je te suis. Je te suis. Un peu de bois pour pouvoir réenfourner. Ouais, c'est ça. Et alors, tu peux nous expliquer un petit peu, là, on voit qu'il y a un local, ça, quand vous êtes arrivé, ça existait déjà? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ça n'existait pas. J'ai très envie de te montrer un petit tableau qu'on a fait avec des photos. Il ressemblait, tu vois, il ressemblait à ça avant. Tu vois un peu? Alors, ouais. Ah ouais, c'était un... C'est ça. Après, on a retiré, du coup, la toiture existante. Ouais. Là, du coup, il n'y avait plus rien. Et après, petit à petit, on a commencé à mettre les lecs, l'isolation, le carrelage. Tu vois là, on a vu le four tout à l'heure. Ouais. Et du coup là, c'est moi qui suis en train de faire un petit trou pour faire la dalle. Après, on a mis l'abri, tu vois, que tu as vu tout à l'heure. Ouais. L'abri pour le four, tu vois, on a fait tout nous-mêmes. Et au début, il ressemblait à ça. Juste là en haut. Je sais bien. Génial, on voit bien. Ok. Du coup là, ça ressemblait à ça. Et du coup, on a retiré toute la toiture, on a fait des ouvertures, rajouté un abri pour le four. Ça nous a pris autour de 1 an et demi à rénover, sachant qu'en plus, à côté, on faisait du pain. Ah oui, déjà? Ouais. Et alors, dans un fournil qu'on louait. Ah oui, vous êtes lancé quand même super rapidement dans vos activités. Oui, c'est l'opportunité. En fait, je pensais prendre un peu plus mon temps et en fait, c'est venu assez vite. Oui, puis après, si on laisse traîner, peut-être que c'est pour mieux reculer en général. Peut-être, en tout cas, je me suis très bien entendue avec les boulangers, paysans boulangers qui avaient installé à Vieux, du coup. Oui, ils t'ont bien accompagné? Oui. Moi, je trouve qu'on a été vraiment hyper bien accueillis ici. Là, je vais surtout te parler du réseau d'agriculteurs dans le coin. Il y a beaucoup de paysans qui nous ont filé des coups de main. Ouais. Ouais, complètement. Bon, vous avez des choses en commun, apparemment? On a des choses en commun. Tout ce qui est machine et tout, vous êtes sur une... C'est ça, en fait, on a une coopérative. Pour le matériel, on est dans une coopérative d'utilisation de matériel agricole, une CUMA. Et là-bas, on a quasiment tout le matériel pour cultiver et les tracteurs. On a un petit tracteur ici, mais ce n'est pas suffisant pour travailler la terre.
Et sur tout ce qui est céréales, combien alloué? Eh bien, écoute, tous les ans, on a 3 hectares de blé, 3 hectares de petit épeautre et 3 hectares de seigle. Et ça va le faire à la faux. Écoute, je rigole, mais la première année, on a fait à la main. On a fait 1 hectare de blé à la main pour voir, en fait. Et puis, on s'est dit que c'était bien aussi d'avoir une moissonneuse. Et oui, c'était aussi pour pouvoir voir en fait ce que ça donnait de le faire à la main. Et, ça nous a pris quasiment 3 semaines en fait pour le récolter à la main. 3 semaines pour 1 hectare à la main. On n'était pas si nombreux que ça pour le faire. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a pas non plus découragée de retenter l'expérience, de pouvoir continuer à le faire à la main, peut-être sur une plus petite surface, avec plus de monde, faire quelque chose de plus festif, de plus partagé. Sachant aussi, c'est déjà fait dans le coin par une association qui s'appelle Pétaniel. C'est une association de reproduction de semences paysannes et anciennes. Et du coup, ils proposent à des particuliers d'avoir un petit carré de blé et de reproduire les semences, en fait. Et il y a ça aussi qui se fait à plus grande échelle chez un paysan, qui lui a par contre des plus grands champs pour reproduire les variétés. On entend souvent parler des problèmes de tolérance au gluten et tout. Est-ce que vous avez sélectionné justement des variétés en ce sens? Comment tu as fait pour sélectionner tes variétés? Très sincèrement, on est sur des terres assez particulières. Des terres du Ségala, c'est des terres qui sont assez pauvres, très acides. Et en tout cas, moi, le choix que j'ai fait, c'est de préférer des semences, on va dire, de pays qui étaient déjà adaptées au territoire. Du coup, j'ai récupéré des semences paysannes d'un paysan du coin qui avait un mélange avec une 30aine de variétés. Je vois qu'aujourd'hui, il y a certaines variétés qui s'expriment plus que d'autres parce qu'elles sont juste plus adaptées. Et je t'avoue que je fais surtout en fonction du sol et de ce qu'il peut donner, en fait. Voilà. Ensuite, je vois bien, il y a certaines personnes qui sont non pas intolérantes au gluten, mais en tout cas qui le digèrent mal et qui tolèrent très bien notre pain, en fait. Et notamment le petit épeautre, parce qu'on ne fait pas de pain sans gluten, on en faisait un peu. La première année, on s'est lancé dans le sarrasin. On n'en a pas refait après. Pour quelle raison? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué comme culture. Pour quelle raison? Compliqué. Avec en plus le réchauffement climatique, je pense qu'on a vraiment bien fait de ne pas en faire cette année. Pourquoi ça demande beaucoup d'eau, le sarrasin? En fait, de toute façon, on n'a rien pour irriguer, nous, mais ça crame, en fait. T'as les fleurs du sarrasin qui crament, et l'année dernière, on en a fait, on n'a rien récolté, en fait. Ouais, perte de temps. Ouais, c'est ça, perte de temps, exactement. Perte de temps, d'argent, d'énergie. Voilà, pour le moment, on essaye de faire, en fait, comme bien le peu qu'on fait déjà. Ah ouais, non, mais c'est déjà... Attends, je vais filmer le peu. Oui, il y a là, c'est ça. Là, il y a déjà une fournée, et puis en fait, je vais pas tarder à m'organiser pour faire la deuxième, là, parce que ça y est, le seigle est sorti. Et ça, dans la journée de marché, enfin, la soirée de marché, il y a tout qui part, en général? Alors, du coup, moi, je vais faire un petit point sur mon planning. Le jeudi, du coup, je me lève entre minuit et 2h du matin. Ah ouais. Pour pouvoir avoir le pain qui est prêt à la bonne heure. Tu fais des grasses mat. T'as vu ça? Mais du coup, en fait, c'est rare que ce soit moi qui vende le pain ensuite sur le marché. Voilà, mais en général, tout c'est cool. On est cool sur le marché de Monestier, sur un marché local aussi à Carmaux. Et après, dans des épiceries et dans une association de producteurs qui s'appelle Homé Locaux. Du coup... c'est des producteurs qui se sont regroupés pour faire de la vente de produits en ligne. Du coup, il y a les clients qui font leur panier en ligne. Ensuite, nous, on se retrouve entre producteurs. Il y a certains bénévoles aussi qui font les paniers et qui sont livrés dans différents points relais. Il y en a Albi, Gaillac, Corde. C'est quoi? C'est les cagettes, ça? C'est quoi comme... Oui, c'est ça utilise... Tu connais Cagette? Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ça utilise ce logiciel-là. Ouais. D'accord. Et pour vous, c'est bien ce système? C'est pratique? C'est assez pratique. On a eu un peu de mal à décoller. Ouais. Ensuite, avec le confinement, on est passé d'une 30aine de paniers à 200. Et c'est énorme, ouais. Et ensuite, après le confinement, c'est redescendu. De beaucoup? Ouais, de beaucoup. Là, on est à entre 30 et 40 paniers par semaine. Ah mince, c'est redescendu. Bon, bah après, je pense que les gens, rien que le fait de voir déjà comment c'est fait, j'espère que les gens du nord du Tarn vont
Bon, sur la cagette, on peut vous trouver au Méloco, c'est ça? Ouais. Autant faire un peu de pub. De toute façon, je mettrai le lien en description pour que les gens puissent suivre tout ce que vous faites. Vous avez un site? C'est ça, on a un site internet, bon, on a un site de la ferme et aussi de l'association. Et ouais, bah, écoute, on se demande même si on va pouvoir continuer pour le moment, parce qu'il y a eu un grand engouement pour Méloco, parce que c'était en ligne avec le confinement, c'est très pratique pour les gens. Et ensuite, j'ai l'impression que bah, le monde moi dans les habitudes, est revenu, en fait. Quoi. Bah, c'est un peu ça. Moi, j'y ai cru. Hein. Tu sais, quand on nous a parlé du monde d'après, j'ai dit waouh, c'est bien, parce que je voyais justement que les gens allaient s'intéresser de plus en plus à tout ce qui est local. Et ça y est, les gens retournent à la facilité. Eh oui. J'avoue que j'étais un peu déçue. Bon, alors là, normalement, le four, il ressemble pas à ça. On a eu un petit souci. Il y a eu... En fait, à la base, c'était isolé avec de la paille. Tu le vois là, comme ça, tu peux voir. On fait de la rénovation écologique. Du coup, bon, bah, c'est une petite catastrophe qui s'est passée, mais comme ça, tu peux comprendre comment est-ce qu'on a rénové le bâti. On a fait, du coup, une entaille dans le mur, une ouverture pour pouvoir placer le four dans le mur. Ouais. Et ensuite, on a isolé là avec de la paille. Ce qu'on n'avait pas complètement anticipé, c'est qu'il y avait certains points chauds. Du coup, ça a pris, voilà, ça a commencé à brûler. Ah oui. Mais hyper pratique en fait, parce que la paille, ça retient hyper bien la chaleur. On n'a pas eu de catastrophe et puis en fait, ça se retire hyper facilement. Et on a remplacé ça du coup par de la pierre et de la terre. Donc voilà, en fait, c'est juste aussi une bonne illustration qu'on fait de la rénovation écologique ici, avec que des enduits à la terre. Et pourquoi l'eau alors? Du coup, tu mets la buée. Ça s'appelle la buée. C'est en fait, tu mets de l'eau et ça va faire de la buée à l'intérieur du four. Ah, c'est pour humidifier directement. Exactement, et ce qui va permettre notamment à donner la couleur un peu dorée au pain. Ah. Et ça va favoriser aussi sa levée. Et pour donner un exemple et peut-être aussi pour orienter les personnes qui auraient envie de se lancer, ici on a accueilli un ami pendant près de 2 mois. Et du coup, je lui ai proposé de prendre un petit marché. On avait un petit marché avec pas beaucoup de quantité. Ouais. Et du coup, il s'est lancé en fait. Si vous avez envie de faire du pain, il faut commencer à se lancer et se dire, si on fait du pain à la maison, c'est pas complètement pareil. C'est pas sur les mêmes échelles ensuite. Et oui, c'est pas un pain à la maison ou deux et 180 kilos qui... Bon, c'est hyper important aussi, hein. Ça permet de commencer à connaître comment fonctionne la pâte, etc., etc. Mais quand on fait sur des grandes échelles comme ça, c'est pas complètement pareil. C'est une autre organisation. Et c'est quoi la plus belle satisfaction que tu sors de tout ça? Tu te demandais si tu y arriverais et tu y arrives. C'est quoi Je crois que vraiment la fois où j'ai été le plus émue, c'est la première fois où j'ai fait du pain avec notre farine. Quelque chose de semer le grain, le récolter, faire la farine, faire le pain avec et ensuite le vendre. Il y a quelque chose de complètement, je sais pas, c'est l'aboutissement, c'est la chaîne. Tu peux complètement parler de ton produit de A à Z, tu es complètement transparent. Et ouais, il y avait une grande satisfaction, et même de l'émotion en fait. Bonjour Nina. Bonjour. Tu fais partie du noyau dur, si on peut dire, qui est arrivé dès le début. Vincent nous a présenté un petit peu votre projet. Là, on est sur la partie, donc je vais montrer aux gens, on est sur la partie verger. Alors, comment ça se passe? Tu es tout seul dessus? Vous êtes plusieurs? Est-ce que tu peux nous en parler du verger, s'il te plaît? Eh bien, sur le verger, du coup, en fait, on est toutes les deux avec Élise sur une entreprise en commun. Et donc, on travaille les céréales ensemble. Donc, on partage réellement toute la charge mentale, le travail, la réflexion, la connaissance, etc. sur les céréales. Et puis ensuite, on gère chacune un pôle un peu plus à responsabilité ou qui est un peu plus individuel. Et donc Élise, elle est plus sur la farine et le pain. Donc moi, je l'aide à la boulange. Et moi, je gère plus les fruitiers. Donc c'est plus mon dada. Et elle vient donner la pâte aux fruitiers. Vous avez combien de mètres carrés là? En tout, alors là, la parcelle elle fait 5000 mètres carrés et il y en a une autre un peu plus loin, donc ça fait 1 hectare à peu près en tout. De fruitiers? De fruitiers et de vignes et de petits fruits, enfin du coup de lignes disons. Est-ce que tu peux nous dire, tu faisais ça avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, moi j'ai fait une école d'agronomie à Toulouse, l'ENSAT, où on s'est rencontrés avec Élise. Et puis après, en fait moi à l'ENSAT, à partir du moment où j'ai entendu parler d'agroforesterie, je crois que je suis restée un peu geek là-dessus. Donc j'ai orienté tous mes rapports de stage, tout ça là-dessus. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans à l'Association française d'agroforesterie.
Et donc par là, j'ai réussi, enfin j'ai eu l'occasion de voir plein de systèmes différents. Et je te suis ou... Non, fais ce que tu veux. Tu sais quoi, c'est moi qui m'adapte, mais c'est tellement beau derrière. Excuse-moi. Ouais, du coup, j'ai vu plein de systèmes différents qui m'ont beaucoup inspiré, plein de paysans qui m'ont beaucoup inspiré, et j'ai eu envie de faire des parcelles un peu de test qui mixaient plein de trucs que j'avais vus à droite à gauche et de voir comment ça pouvait fonctionner. T'as commencé ça quand? Ce verger-là? Ouais, ce verger-là, je l'ai planté en janvier 2019. Donc là, c'est leur 4e pousse. Et du coup, ils vont bientôt donner des fruits. Enfin, c'est la première année où ils donnent des fruits. Bon, pas les pêcher parce qu'ils sont gelés, même si on a tout fait pour pas qu'ils gèlent. Mais par contre, on a les premières pommes, les premières poires, les petits fruits, les premières grappes de raisin, et les premières prunes aussi. Et du coup, je suis trop contente. Tu peux nous parler un petit peu de la sécheresse cette année? Comment tu t'es adapté? Je vois que là, il y a une irrigation. Comment vous êtes adapté? Cette année, comment on s'adapte? J'essaye de faire au mieux pour mettre le moins d'eau possible, mais le paillage à fond. Ouais, franchement, l'adaptation, elle est très difficile. Hein. Cette année? Ah oui, ouais. oui, c'est... Moi je disais aux gens, cette année, je fais de la survie d'arbres. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ils ont tous perdu les pommes qui étaient en préparation, ils se sont détachés. Donc je vois qu'on est tous malheureusement logés à la même enseigne. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai la chance pour les fruitiers notamment. En fait, il y a un château d'eau là-bas, donc le château d'eau intercommunal, juste sur notre parcelle. Et juste derrière, en fait, on a une sorte de gros trou dans la roche. Dans le quartz en fait, avec un toit en tuiles par-dessus. Et dedans, il n'y a que de l'eau. Mais du coup, il y a 200 mètres cubes, quoi. Enfin, c'est vraiment bien profond, bien grand. Et du coup, moi, je prends le temps, et j'ai le temps, on va dire, avec les fruitiers, où c'est pas du maraîchage, quoi, je veux dire. Je prends le temps, avec une cuve à lisier, de pomper là-bas pour aussi apporter une partie d'eau qui n'est pas de l'eau du réseau, etc., quoi. Donc, j'ai quand même pas mal d'eau à proposer aux fruitiers qui vient de cette cuve. Là, on est sur la partie pêchée et on peut descendre jusqu'à la partie poirier, pommier. Et sur toutes les essences en fait que j'ai plantées, moi, je me suis un peu inspirée de différents trucs, mais en gros, mon but ce serait d'avoir des haies fruitières comme propose Evelyne Le Terme. Donc entre chaque fruitier, j'ai planté un forestier. Donc par exemple là il y a un tilleul, et entre chaque forestier et fruitier il y a soit un petit arbuste pour la biodiversité, un petit fruit, donc là c'est amélanchier et léagnus, et à terme voilà, c'est essayer de combler un peu ces lignes pour la biodiversité, mais pour apporter du carbone au sol. Je les taille à 1 mètre tous les hivers, donc pour remettre du bois au sol. Et puis le but aussi sur les forestiers qui sont au milieu, c'est d'en faire des trognes. Donc par trogne, on entend un arbre qu'on taille très souvent et qui vient cicatriser très 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 vite en fait. Et du coup qui rejette aussi très vite. Donc on peut vite jouer sur... Ah, c'est trop agréable l'irrigation là sur les jambes. En fait, j'ai envie de venir jouer sur leur rapport on va dire de masse ligneuse au-dessus des arbres fruitiers pour les protéger contre le gel. Essayer en tout cas un petit peu de jouer là-dessus. Et en été de venir les protéger aussi, parce que même si les pêchers ça adore le soleil, je vois bien, hein, si j'arrose pas, ils souffrent quoi. Donc venir vraiment faire une sorte de canopée protectrice avec des arbres que j'ai implantés entre les fruitiers. Et en dessous de mettre des petits fruits, de mettre des petits... Voilà, il y a de la consoude, enfin essayer de maximiser la biodiversité à fond. Là, on est en train de marcher sur l'interrang. Ça va, je marche rien, parce que là, je suis en arrière. Tu marches rien. Mais du coup, à terme, j'aimerais bien aussi, parce que je peux pas tout faire en même temps, mais donc petit à petit, j'aimerais bien implanter plus des médicinales et travailler avec quelqu'un qui serait plus sur la transformation de ces plantes. J'aimerais bien pouvoir éventuellement... installer un paysan qui aurait envie de faire de la volaille. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour utiliser ces interrangs et j'aimerais bien travailler là-dessus. Comme disait Élise, vous êtes encore en pleine découverte, vous êtes vraiment lancé d'un coup. C'était beau les études, mais vous êtes dit maintenant on se lance. Alors moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit beaucoup de choses. Alors c'était pas c'est bien beau les études, maintenant on se lance, c'était plus... On a fait des études,
on s'est rendu compte à quel point dans l'espace rural et dans l'agriculture, dans l'agriculture et dans l'espace rural en général, on n'y connaissait rien, qu'il y avait un monde parallèle à la ville en fait, qui est énorme en connaissances, en vie, en tout ça. Enfin, c'était incroyable de découvrir ça. Pourquoi t'es pas née là-dedans, toi? Moi, je suis née à Paris. D'accord, rien à voir. Donc rien à voir, je suis née dans une cité à Paris, à Boulogne, mais quand même, c'était une cité HLM. T'avais aucune connaissance et tu t'es dit, vaut mieux mettre les mains, comme tu disais tout à l'heure. Bah ouais, je me suis dit, en fait, qui je suis pour être agronome, donc travailler sur l'agriculture et donner des conseils, en gros, alors que, en fait, j'y connais rien, j'ai jamais eu la réalité du terrain dans mes mains, quoi. Et c'est la meilleure expérience, je présume. Ah bah là, je me sens beaucoup plus légitime de parler d'agriculture, c'est sûr. Et encore que je suis encore toute jeune dans ce métier, donc on a acheté en février 2018 et puis on est arrivé pour y vivre en juillet 2018 et puis on a commencé le dur direct, quoi. Et puis et on s'est dit aussi, je pense qu'une grosse partie, en tout cas moi, de ce que j'ai ressenti dans pourquoi on fait ce projet, c'est que c'est la convergence de plein d'idées politiques. Enfin, tu vois, quand on réfléchit à l'autonomie alimentaire, réfléchir sur l'énergie, réfléchir sur l'éducation, réfléchir sur l'habitat, réfléchir sur le vivre ensemble, sur le culturel ou la vie culturelle dans l'espace rural. Enfin, il y a beaucoup de choses qui convergent et on s'est dit, en fait, ce genre de projet, c'est hyper polyvalent, quoi. On peut tout faire. En fait, c'est un outil aussi. Au-delà de ce que nous, ça nous apporte, mais c'est un outil pour pouvoir proposer plein de choses dans une société où on a envie de proposer autre chose, quoi. Et dis-moi, tu parlais c'est politique, bon, sans rentrer dans le détail, vous êtes suivi un peu par les locaux, les élus locaux ou la région dans ce que vous faites? Ouais, un petit peu, ouais. Il y a le pôle territorial albigeois qui nous suit, le pays, donc du coup, autour d'Albi. La mairie quand même qui nous connaît bien, avec qui on s'entend bien. Les maires un peu autour, parce qu'en plus il y a souvent des paysans qui font partie du conseil municipal du moins, avec qui on travaille, puisque pour les grandes cultures, avec Élise, on adhère à une CUMA, donc une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Et du coup dans cette CUMA où on est à peu près, je crois, 70 agriculteurs à partager du matériel agricole, y a beaucoup de ces paysans qui font partie de leurs propres conseils municipaux et du coup par là on interagit beaucoup avec les communes, ouais. Et au début, quand ils vous ont vu arriver, ils ont dû dire oh là, ils vont tenter, mais quand ils vous ont vu dans les marchés, ils ont dû dire ah ouais, ça produit quand même là. Ouais, c'était marrant, la première fois que un de nos voisins les plus proches, avec qui on s'entend très bien et on l'appelle tonton, quoi, c'est notre comment dire, c'est votre mécène, non pas mécène, c'est notre tonton, c'est notre mentor, quoi. Le parrain. Le parrain, ouais, c'est ça, c'est notre parrain. Le parrain. Notre tonton et François. Allez, on le salue, François. Ouais. Et François, quand il nous a vu la première fois sur le tracteur à semer des céréales, il s'est arrêté, il nous a dit « Mais en fait, vous faites pas semblant ». Et on a dit « Bah non ». Pour moi, c'est honnête. Ouais, grave, c'était trop bien. Je dis bah non, et on va essayer de pas faire semblant en tout cas, on va essayer de s'en sortir surtout, quoi. Donc ouais. Et dis-moi, alors parce que moi je connais pas du tout ce monde, dans le monde rural. Tu veux qu'on aille voir les poires? Allez, moi j'avance, je te suis. Et les Scooby-Doo. Et les Scooby-Doo. Et dis-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu? Parce que moi en tout cas, les agriculteurs que je vois chez moi, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Est-ce que c'est parce que j'ai pas bien observé ou est-ce que... Dans le milieu agricole, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un milieu très, très masculin et souvent très machiste. Ah oui. Et de plus en plus, la femme est présente, de plus en plus présente sur la scène agricole, on va dire. Après, en céréales, pas forcément. Et du coup, c'est à la fois une fierté, je pense, avec Élise, d'avoir réussi à comprendre, à faire, à s'en sortir un peu là-dedans. Et puis parfois c'est un peu une lutte, quoi, parce que y a plein... Comment? Il y a encore des choses qui vous font dire oula, il y a du boulot? Ah ouais, il y a des endroits, donc je les citerai pas, mais des endroits où on se retrouve entre paysans, où moi je suis la seule nana à être autour de la table. Ah, il n'y a pas beaucoup de femmes alors? Il n'y a pas beaucoup de femmes, ouais, dans les comment dire, dans les exploitations agricoles plus grandes, plus traditionnelles, il n'y a pas beaucoup de femmes, non. Et la BD qui a fait beaucoup parler d'elle il n'y a pas longtemps, Il est où le patron, on en parle très bien. Il est où le patron, c'est un collectif de femmes qui racontent leur expérience de paysannes
Et à plein de moments où on s'y retrouve incroyablement, quoi. Et les gens sont hyper curieux, tu vois, il y a, dans la BD, et nous on le vit très bien aussi, il y a des moments où on est sur le tracteur à semer et au bord de la route, il y a des gens, ils s'arrêtent pendant un quart d'heure. Ils font un selfie. Non mais ils s'arrêtent, ils nous regardent et ils se disent genre, mais c'est des femmes, et qu'est-ce qu'elles font? Enfin j'en sais rien, ou plutôt les néo-ruraux, qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Non mais j'avais peur de poser la question et de paraître un peu vieux jeu, justement, de poser cette question, mais c'est vrai que... Bah, c'est une réalité en tout cas qu'on vit, quoi. Et moi quand je suis autour de la table et que voilà, qu'il n'y a que des mecs que je parle, je sens bien que ma parole n'est pas du tout puissante ou écoutée, quoi. Enfin, ah oui, c'est très triste. Faut que vous soyez plus. Mesdames, vous savez ce qu'il reste à faire. Bah ouais, excuse-moi, j'en profite, ouais, attends. Elles se font un peu manger, hein, mais... parce que je suivais ton voilà, visage c'est ça, depuis tout à ça c'est l'heure. la sécheresse. J'ai la même. Enfin, c'est pas la sécheresse qui fait ça à la pomme, mais c'est juste que la sécheresse, en ce moment, les oiseaux, les insectes, ils ont rien à becter, quoi. Et du coup, c'est pas cette année que je ferai fortune avec les fruitiers parce que c'est leur première production et qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je me dis, c'est pas grave, je vous les offre. C'est cadeau. Tu sais quoi, si je peux te rassurer, on est exactement logés à la même enseigne. Bah ouais. Et le problème, c'est que moi, on va dire, c'est plus par passion et dans le but peut-être un jour de me nourrir. Vous, dès qu'il y a quand même une activité, là, ça devient plus douloureux, je présume. C'est ça. Et puis du coup, dans notre prévisionnel, on va dire notre business plan, avec Élise, entre guillemets. Ça fait bizarre d'entendre ça. Ouais, ah ouais, hein. Non, mais c'est pareil, c'est le même concept, mais dans notre prévisionnel économique, on comptait à la fois sur le pain et sur les fruitiers, et on se aperçoit que la réalité des choses, c'est que les fruitiers, ça met beaucoup plus de temps à nous rapporter des sous que ce qu'on avait prévu. Mais par contre, les arbres, quand c'est parti, et quand il y a une bonne durable, saison... quoi. Mais c'est dur dans notre société, on veut tout de suite, tout le temps, de réussir à se dire, en fait, je m'occupe d'une plante, d'un petit être qui me fera manger, pas tout de suite, quoi. Et surtout quand on vient de la ville, on est tellement rapidement à tel endroit, on appuie sur un bouton, il y a quelqu'un qui nous livre en 15 minutes. C'est une belle leçon de vie, je pense. Ah, c'est une super leçon de vie. Et puis moi, personnellement, je suis très comme ça. Enfin, je suis très rapide. Faut que ce soit maintenant, machin. Et du coup, ça me nourrit beaucoup. Ça te nourrit pas encore la panse, mais ça te nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit, c'est ça. Là-dedans, ce sera pour vendre des produits transformés ou ce sera ça que vous allez vendre directement quand vous aurez de la récolte? Alors, moi, j'ai envie de vendre des fruits à croquer, donc comme ça. Et j'aimerais bien faire du jus. Et j'aimerais surtout bien faire des fruits séchés. Parce que, en fait, le fruit séché, c'est une manière de conserver les fruits et de les transformer qui demande zéro énergie, enfin, grise en tout cas. Voilà, avec un séchoir solaire adapté, c'est une super manière d'utiliser les fruits sur le long terme. Et, conserver les vitamines aussi peut-être. Conserver les vitamines et tous les nutriments, effectivement. On avait un projet avec Carmater il y a quelques temps et puis on est tous avec nos gros projets, donc on n'a pas donné suite pour l'instant. Mais en Salut fait, Bastien. Oui. On le salue. On salue Bastien. mais on aimerait bien en tout cas avoir un séchoir à la ferme qui puisse servir aux permaculteurs, aux jardiniers, aux collectivités, même aux alentours s'ils veulent sécher des fruits. Voilà. Et moi j'aimerais beaucoup faire du raisin sec. Génial. Parce que en fait on n'en trouve pas. Déjà du raisin bio à croquer, il n'y en a pas même pas tant que ça. Mais du raisin sec, en Biocoop, ils viennent tous de Turquie, de Sicile. Et en fait je me suis dit mais pourquoi? On produit du raisin en plus ici. C'est ça. Et en fait, il faut juste avoir des variétés à Pyrène, donc qui n'ont pas de pépins. Donc j'en ai 2 différentes. Et voilà. Et du coup, après, tu as des... Et alors, les variétés à Pyrène, c'est pas du tout des variétés... transformées. C'est pas des variétés modernes transformées. Les raisins de Corinthe, il y a des centaines d'années, ils n'avaient pas de pépins déjà. J'ai sélectionné des variétés avec les pépiniéristes avec qui j'ai travaillé, plus sur étaler la récolte en fait. Avoir différentes variétés quand même pour être dans la résistance, la résilience. Voilà, s'il y a une variété qui prend cher une année, on peut toujours avoir les autres qui donnent quand même. Voilà, c'est plus sur ça que j'ai joué. Et puis sur le goût aussi, parce qu'il y a des pommes que j'avais quand même bien envie d'avoir. Là, cette année, je vais bientôt faire du greffage en écusson là, en août. Du coup, en tout cas, là, je sais pas si ça se voit, mais une protection sur 2, c'est pas un pommier, c'est je sais pas, un sol marceau, un peuplier, un bouleau, un mûrier, un tilleul. Je peux montrer. Ça s'appelle comment ce système? Ce système, ouais, de le faire comme ça. Non.
Moi, je pense que je fais de la haie fruitière, enfin, où j'ai envie d'en faire. Il y en a qui pourraient dire « Ah, ça ressemble un peu à l'agroforesterie, c'est un tropique ». Mais je pense pas, enfin, je suis sûre que ça n'en est pas, parce qu'il n'y a pas assez, j'ai pas planté assez dense les plantes. Mais voilà, ça s'approche, enfin, c'est un peu inspiré d'eux, on va dire. Salut Gaël. Salut. On pourrait dire que tu es le bâtisseur de l'équipe? On pourrait dire ça, ouais, tout à fait. Comment ça se fait? C'est par rapport à tes études ou tes expériences? Alors, ouais, les deux. Du coup, il faudrait que je te raconte mon parcours rapidement. Allez. Comme ça, ça sera clair. Moi, j'ai commencé après le lycée, je suis parti dans les études supérieures. Je savais pas trop, tu vois, au lycée, d'ailleurs, j'en reparlais hier, si j'allais faire de la musique ou de la philosophie. Et puis pouf, non, j'ai rencontré le père d'une amie qui était ingénieur et j'ai voulu sauver la planète avec les énergies renouvelables. Donc du coup, hop, je suis parti dans l'ingénierie pour faire ça. Et quand tu dis ça, c'était plus solaire, etc. ou... Ouais, je savais pas trop à l'époque. Le père de mon ami était plus dans la méthanisation, lui. D'accord. Je prenais tout à cette époque-là, et puis je savais pas trop, je découvrais quoi. Moi, on disait énergie verte, ça te plaisait quoi. C'est renouvelable, vert. C'est ça. Ça me Je vois le truc. Et j'ai fait ces études d'ingénieur qui ont été très intéressantes, même si aussi ça a été beaucoup de questions de remise en question sur la place de la technique par rapport à la place de l'organisation, de la cité, donc du politique, on va dire. Mais j'ai quand même allé jusqu'au bout, j'ai travaillé un peu dans le développement éolien, et très intéressant aussi. Sauf que, bon, pour plusieurs raisons, et notamment celle de retourner un peu plus à la matière, parce que je me sentais vraiment nul avec mes mains, quoi, dépossédé du monde matériel. Beaucoup de savoir, mais pas de technique. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Dès que j'étais face à une machine, un truc qui fonctionnait plus chez moi, alors j'essayais de bidouiller, tu vois, mais je sentais que je prenais pas assez le temps, quoi. Et envie de prendre le temps pour ça, un peu envie de changer d'air par rapport à la boîte. Et puis, je savais pas trop ce que j'allais faire, et j'ai fait des chantiers participatifs, comme on est en train de faire ici, sauf que là, j'étais participant. Et j'ai découvert un peu le bâtiment comme ça. J'avais rencontré aussi Romain, un ami qui est ici, un ami et collègue de chantier. C'était quoi, excuse-moi, comme genre de chantier participatif? Qu'est-ce que tu as fait la première fois? Alors le premier, c'était un stage d'ailleurs autour de la construction de paille, avec le réseau Friture, qui est le magazine Friture, qui est toulousain, qui est sur toute la réutilisation d'huile, de friture, tout ça. Ah, c'est Roule-Ma-Frite. Ils sont affiliés avec Roule, je crois qu'ils sont affiliés avec Roule-Ma-Frite, tout ça. Ouais. Okay. Il y avait un stage sur la construction de paille que j'ai fait à ce moment-là. Puis après, chantier participatif, c'était... je ne sais plus dans l'ordre, mais en gros, il y a eu Terre Crue, où c'était chantier et stage en même temps, avec un jeune archi qui sortait du diplôme supérieur d'architecture, Cratère, à Grenoble, qui est un master après les 5 années d'études, sur la construction en terre crue, quoi. Et ça t'a plu, ça? Et ça m'a plu, la formule chantier. Puis après, le soir, on avait des cours et tout ça, c'était vraiment top. J'ai adoré ça, la terre crue, j'ai été fasciné, notamment par les enduits. On a fait beaucoup d'enduits en pratique là-bas à l'intérieur. J'ai fait un stage aussi sur de la toiture végétalisée, sur une structure en paille porteuse. En gros, j'avais dû faire un tout et pour tout un peu plus de 2 mois de chantier, enfin scindé quoi, mais un truc comme ça. Et là, tu as plus appris en 2 mois qu'en 5 ans d'études ou... Non, je dirais pas, c'est des choses différentes. Je suis extrême dans ce que je dis souvent. Non, mais comment dire, non, c'est des choses qui se complètent en fait. Et c'est là où il y a une hypocrisie de séparer le manuel de l'intellectuel, c'est prendre les deux en même temps. Et c'est juste que c'est la surspécialisation qui pour moi pose question, toute sa vie. Et du coup, bref, en sortant de ces chantiers-là, et notamment un stage aussi de construction de petites éoliennes, éoliennes type Pigotte. Tripalium? Avec Tripalium, bien tout à vu, fait. Voilà. On les salue, on va aller les voir bientôt. Ouais, ben parfait. Là, c'était avec Bastien Gary, je crois, il s'appelle, en Bretagne. Et j'ai adoré. Alors là, c'était l'apothéose parce que, d'ailleurs, c'était avant les chantiers. J'étais fasciné par apprendre à faire ma pale d'éolienne avec une plane et donner la forme ultra précise avec cet outil rudimentaire entre guillemets, et à la fois le soir calculer les équations électromagnétiques pour faire la génératrice, quoi. Et cette complémentarité là, justement, je trouvais ça génial. Et c'est toujours avec un truc de voiture là, je sais plus quoi, le comment on dit, moyeux. Ouais, non, un truc comme ça, je sais plus. Mais... Non, là vraiment on faisait toute la génératrice, on faisait le bobinage, on coulait ça dans une résine.
Ah oui, ça va si loin. C'était une autre version en fait qu'on a fait nous que celle de Tripalium officielle. C'était une version réadaptée, notamment pour des projets pour des pays dans le Sahel ou un truc comme ça, je crois. De plus petites puissances en fait, donc du coup réadapté. Là, tu avais trouvé ta voie alors à partir de là. Bah là, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal, mais je savais pas que j'allais arriver au bâtiment, parce que du coup c'était encore énergie renouvelable quoi. Mais le bâtiment s'est imposé dans ce sens où cette réflexion arrivait à un moment qui était pourquoi se faire chier à produire tant d'énergie renouvelable, même si elles sont renouvelables, enfin à capter les énergies renouvelables pour les réutiliser, on va dire ça plutôt, et si c'est pour les gaspiller en fait derrière, dans des bâtiments, dans les transports, autant dans nos utilisations, bon là c'est la sobriété, autant dans l'efficacité que le bâtiment va apporter. Bon déjà moi pendant les études d'ingénieur, je militais pour faire connaître mes camarades d'ingénieurs le scénario négawatt, c'était pas gagné à l'époque. Mais... Alors ça me parle pas du tout. Scénario du négawatt, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Ils font des scénarios énergétiques à l'échelle française, voire même européenne, ils bossent sur ça en ce moment. À ce moment-là, j'ai choisi de faire une formation en 9 mois, ouvrier professionnel de l'éco-construction, OPEC, équivalent CAP. Ouais. Et non, là, moi j'ai fait ça à Limoux, en dessous de Carcassonne, voilà. Au centre de formation Bâtipôle. Oui, ouais. Bâtipôle, ils sont très connus. Ouais. Et c'était très chouette, comme je ne connaissais rien au bâtiment, c'était une belle introduction au bâtiment. Et après ça, j'ai bossé un peu, je suis reparti en voyage. Et là, je suis rentré ici. Et puis pouf, effectivement, on arrive voilà, c'était 200 et quelques mètres carrés de toiture. Je vais filmer le pignon là. Attends, Et toute une maison, toute une ferme à rénover. Ouais. Je vais montrer quand même déjà ce qui a été fait. On va un petit peu détailler parce que ça, je sais que mes abonnés sont vachement alertes là-dessus. Ça les intéresse vachement. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, la terre, vous la prenez en local? Comment vous faites? Alors, parce que moi, j'ouvre encore une parenthèse. Non, pas de souci, ouais. La terre, effectivement, elle est en local, elle est 15 minutes d'ici. C'est une sablière qui est pas loin d'ici, qui en fait vend des bouts de lavage. Donc c'est les argiles avec les particules les plus fines, les limons. Et puis voilà, c'est une sablière qui produit du sable, quoi. Donc du coup, alors là, c'est quelque part, c'est un peu drôle et c'est intéressant de souligner qu'au final, on se retrouve à se séparer du sable et de la terre pour au final ici la réassembler et refaire le truc. Mais ça nous permet d'ajouter de la paille plus facilement aussi quelque part et surtout de ne plus avoir les graviers, les cailloux qu'on ne veut pas pour les enduits. Et ça, c'est à défaut aussi d'ici, on a une terre qui n'est pas assez argileuse. Donc ça serait. J'ai jamais pris le temps de caractériser exactement la terre, je t'avoue. Mais il y a un taux d'argile qui est trop faible et elle ne colle pas assez. Pour les enduits notamment. Et donc du coup on va avoir une résistance à l'abrasion très faible. Après, pour la compression, ça marche. Cette ferme-là, qui a été vraisemblablement construite moitié 19e, c'est de la pierre et de la terre. Et en gros, ils ont creusé des trous, ils ont sorti la pierre, ils ont sorti la terre et ils ont construit, quoi. Avant, on faisait vraiment écologique, c'était vraiment dans le coin. C'était pas un choix. Et là, le fait de le faire vous-même sur des chantiers participatifs, par rapport à un professionnel, ça vous abaisse de combien la note? C'est genre peut-être 30 000 € en moins ou plus. Ah oui. Non mais déjà, tu as 30 000 de différence. Donc ça veut dire qu'une façade comme ça, en fait j'ai aucune notion des prix, c'est pour ça que je pense qu'isoler 180 mètres carrés de mur là qu'on est en train de faire, au bas mot, ouais je pense que tu es à 40 000 € au moins. C'est impressionnant. Ouais, parce que c'est énormément de main d'œuvre quoi. Voilà. Et alors vous êtes passé par des sites de chantier participatifs pour trouver des personnes pour venir vous épauler? Ouais, du coup Réseau Twiza? Réseau Twiza, tout à fait. On est passé par le réseau Twiza, par lequel moi j'étais passé en tant que participant à l'époque. J'ai réactivé mon compte d'il y a 8 ans, parce que c'est vrai que je n'étais pas trop repassé par le réseau depuis. Réseau Twiza, parce qu'on avait nous on a du réseau un peu en local, ou des amis qui avaient déjà participé à des petits chantiers participatifs, comme cette terrasse en pierre sèche là qu'on a fait un chantier participatif. Alors, attends, je vais tourner. Si jamais tu veux. Pas de souci. Hop, avec toutes les fringues, tout ça. Yes, vous avez fait ça, excellent. Et ouais, on trouvait que ça manquait de plat un peu ici, pour faire le yoga, tu vois, ou quoi, ou installer une table, faire une terrasse à l'extérieur, et du coup... Scène pour danser, faire les balles. Peut-être que la scène de danse sera plutôt sous le hangar, mais ça, pourquoi pas. Je sais pas si on va mettre un parquet, en tout cas, là, mais aussi, il faut se réadapter. Moi, je milite pour... Enfin, je suis très peu danseur, je me mets à peine à la danse, mais je milite déjà pour que les gens dansent pas forcément que sur des parquets, parce que si on avait attendu que les anciens dansent sur des parquets pour avoir les danses trad jusqu'aujourd'hui...
Oh là, tu lances un débat, fais gaffe. Hein. On a plutôt très bien avancé. Autant hier, ça a été une journée assez laborieuse où le groupe n'a pas trop trouvé le rythme. Et moi, j'ai pas su lui donner le rythme. C'était assez épuisant de chercher le bon rythme. Autant aujourd'hui, ça s'est très bien fait. Et on a eu un travail d'équipe excellent. Et on a des participantes et des participants qui s'approprient tout ça très rapidement. Ils avaient déjà d'expérience chantier ou c'était des débutants? Alors, que des débutants, non, là j'ai quand même Romain qui est un ami et collègue, qui est professionnel des enduits avec qui je travaille. Larry et Carola qui sont aussi dans le bâtiment, plutôt peintres à la base, enfin Larry fait un peu tout, Carola plutôt peintre mais qui font des enduits aussi. Donc quand même là, et Lucas aussi, un ami qui lui est charpentier et qui a fait aussi de la formation que j'ai faite, là ouvrier professionnel de l'éco-construction. Donc là, on a quand même 4 personnes en plus qui s'y connaissent. Mais pour ce qui est du réseau Twiza, elles sont débutantes et ils sont débutants pour la majorité. Ouais. Et dis-moi, dans quelques années, quand tu auras tout terminé, ce sera quoi après de former à ton tour ou tu feras quoi après dans la ferme? C'est une bonne question. Quand j'aurai fini de rénover la ferme, dans 20 ans, vu le taf, peut-être que je profiterai juste du bâtiment. Je regarderai les gens passer sans rien faire. Ce sera pas mal. Non, enfin, ça sera mon lieu de vie. Moi, j'aurai mes chantiers à côté. Parce que moi, c'est vrai qu'ici à la ferme, je suis arrivé ici avec ce truc de ne pas avoir d'activité agricole forcément, mais de garder mes chantiers à côté. Donc, dans tous les cas, j'aurai ça. Et après, pourquoi pas, moi, je pense que ça m'intéressait à un moment d'aller vers le vivant aussi. Là, c'est une transition vers c'est du bâtiment avec du... Elle est vivante, la matière, quand tu la... La matière est encore pas mal vivante, mais bon, les plantes qui poussent, c'est encore autre chose, quoi. Et peut-être ça m'intéressera pour plus tard, ouais. Mais voilà, pour l'instant, l'artisanat, je pense que je vivrai ici, moi, l'artisanat et la musique aussi, parce que je suis musicien et je relance un projet là, musical. Et quand tu as trouvé ici, alors toi à la base c'était vraiment pour faire cette fonction ou tu t'as trouvé naturellement en disant vu le taf qu'il y a, je m'en occupe, comment tu t'es lancé là-dedans? Moi quand je me suis imaginé intégrer le projet, c'était avant qu'on trouve le lieu d'ailleurs, parce que bon, les copains, peut-être les autres ont dû te l'expliquer, mais ils ont réfléchi au projet il y a longtemps avant de trouver le lieu. Moi, j'intégrais ça un peu sur la fin avant qu'on trouve ce lieu ici. J'en avais visité un autre, ceci dit, avec eux, dans l'Aude. Et du coup, oui, forcément pour moi, et notamment d'autant plus que je ne portais pas d'activité agricole, c'était pour moi m'inclure dans un projet comme ça en ayant mon espace de jeu, de découverte sur toute la question du bâti ancien ou du neuf, éco-construction ou un mélange des deux, quoi. Mais moi je suis passé par des phases très très compliquées ici à la ferme. Je suis rentré d'un voyage en Amérique du Sud parce que j'avais habité là-bas il y a 10 ans, je suis retourné il y a 5-6 ans revoir des amis. Je suis rentré ici en ayant soit sous-estimé l'ampleur de la tâche, soit surestimé mon énergie. Je te suis ou je reste là? Non, vas-y, t'inquiète, on t'entend. Je suis pas mal là. Ouais, t'es bien là. Tu poses et tout, c'est trop bien. Je peux m'accouder, c'est parfait. Non, mais en plus, vraiment, on dirait, avec le bâtiment, c'est parfait là. Donc t'es rentré, t'avais pas trop d'énergie quand t'es rentré? Ça a fluctué, j'ai eu des soucis de santé aussi. Donc ça a pu être des périodes compliquées, de pas mal de remises en question. Et effectivement, parfois, devant l'ampleur de la tâche, ça a pu être très angoissant. Je t'avoue qu'il y a même encore un an d'envisager le chantier, parfois ça me faisait pas mal stressé. Mais plus j'arrivais vers l'échéance là, et plus ça m'a excité de revenir à mes premiers amours de la botte de paille. Toucher de la terre. Alors la terre, ça par contre, j'ai pas arrêté, j'en touche souvent, mais la botte de paille, ça faisait longtemps et du coup, ouais, c'était plutôt galvanisant au final. Voilà, j'ai retrouvé mon équilibre aussi. Moi, ce que je mets en place, c'est vrai que par rapport au collectif, c'est leur apporter toute cette vision de comment aller vers du bâti plus écologique, parce qu'en fait, c'est souvent aussi pas assez connu. Et autant, par exemple, les copains avoir des réflexes pour les champs et les cultures très naturels sur d'autres pratiques, autant pas forcément pour le bâtiment. Donc c'est moi qui apporte ça. J'avais envie de rajouter aussi par rapport à cette question du parcours et tout ça, que moi ça n'a pas été un rejet de l'ingénierie, tu vois, de toute cette connaissance théorique qui me sert au quotidien, parce que du coup je suis ingénieur thermicien de formation en fait, donc du coup là j'y suis en plein et je peux t'expliquer du coup ce qui se passe là avec les bottes de paille en termes de thermique, quoi. Après en thermique, on a là 37 cm d'épaisseur de bottes de paille dans ce sens-là. Les bottes de paille sont posées debout. Là c'est un système d'ailleurs un peu... Ouais, c'est un peu... Ouais, moi je
j'ai une tendance à la pose debout, celle que j'ai la plus pratiquée, je l'aime bien. Et là, c'est un peu, une innovation un ancien formateur de moi qui m'a suggéré ça. Pourquoi Là, t'as l'impression que ça va plus vite? C'est quoi le... ça se pose assez bien, t'as pas de visseuse intermédiaire à dégainer ou quoi. Là, c'est que des bottes empilées qui vont être compressées dans des lisses. Souvent, cette méthode, elle n'est pas beaucoup utilisée parce que ça fait beaucoup de bois utilisé. Sauf que là, il y a 2 bottes entre chaque montant, et non plus qu'une seule. Donc déjà, ça fait beaucoup moins de bois. Et surtout, ça me permettait plus facilement de retravailler tout ce qui était ouverture ici, tu vois, pour notamment... T'as taillé? Ouais, pour pouvoir les tailler facilement et garder de la lumière, en fait. Parce que si elles étaient sur champ, ce serait beaucoup plus compliqué de les tailler. La paille ne se tient pas, en fait, le bout. Problème que j'ai eu sur, par contre, les linteaux, là, les au-dessus de fenêtres. Où j'ai retaillé la botte qui était debout, et là, j'ai dû tramer parce que ça ne se tenait pas assez. Voilà. À ce moment-là. Mais j'ai préféré avoir le problème sur les linteaux que sur les jambages. Pourquoi? Parce que ça se verra moins au final? C'est quoi le... Parce qu'il y a moins de surface de linteaux que de Ah, tricheur, c'est excellent. Et du coup, 7 a une résistance thermique de 7 Kelvin par watt. Ah oui, carrément. Pff, tu me perds pas trop. Si jamais il y en a qui veulent des valeurs. Et ça permet pour toi, c'est pour le futur et les sécheresses qu'on peut être amené à rencontrer, c'est une bonne... c'est bien, c'est un bon compromis? Pour le confort d'été, ça va apporter, mais c'est pas non plus... Pour le confort d'été, le truc c'est que bon, tu vois, on a remis une toiture avec des... On n'a pas remis de l'ardoise, parce que originalement c'était l'ardoise, mais c'était des tuiles noires, bon, qui vont quand même vachement chauffer, ouais, voilà. Mais on est resté dans le laiton, puis tu vois, imposé par rapport on est soumis, enfin il y a un truc d'architecte bâtiment de France par rapport à un truc qui est classé là pas loin, enfin bref, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Bon, il y a des trucs, il y a des endroits où ça va chauffer, le mur sud il sera pas isolé pour l'instant, il sera capteur, donc il va quand même pas mal chauffer. Mais ceci dit, oui, ça permettra à ce que le mur ouest en tout cas, qui prend pas mal le soleil, lui il prenne moins le soleil et il se chauffe moins vite. Mais surtout, ça va être pour le confort d'hiver, là, du coup. Voilà. Et il fait si froid que ça dans votre coin? On est dans le nord du Tarn, c'est le pôle Nord. Et 450 mètres d'altitude déjà ici. Et ouais, 450 mètres d'altitude ici. Ouais. C'est pour ça qu'on a déjà des toitures en loz et tout ça, avec des pentes qui commencent à être conséquentes. Alors pas le hangar, mais à côté. Vous avez eu combien au plus frais ces 2 dernières années? Pour avoir un exemple pour les gens qui voudraient s'installer. Moins 5, je pense. On est moins 8. Ouais, c'est pas énorme, mais quand même, en tout cas, on a été obligé, parce qu'on a toujours l'ancienne chaudière à fioul, on a été obligé de la faire tourner, tu vois, et donc ça, c'est pas une satisfaction. Et même si on était, le but c'est d'être au bois au solaire thermique, couplé, mais même au bois, entre guillemets, ça évite quand même de couper des arbres. Une bonne doudoune en botte de paille. Eh oui, ça fait gagner beaucoup d'énergie. Et je referme des parenthèses. Tu me disais que tu n'étais pas contre ce que tu as étudié. Pour quelle raison là, ça t'est vachement utile? Ça m'est moi ça m'est vachement utile, et puis parce que moi j'adore en fait prendre du recul et les aspects théoriques et les aspects un peu surplombants et les généralités. Je trouve ça super intéressant pour pouvoir comparer les expériences particulières. Alors maintenant je suis dans les expériences particulières et pratiques et sensibles, et ça c'est un régal aussi, quoi. Et c'est pour ça, mais en fait c'est entre les deux. J'ai jamais compris ces oppositions entre être manuel ou intellectuel. Moi j'ai toujours tout pris, enfin moins le manuel du coup, mais je voyais pas pourquoi il fallait choisir, quoi. Il y a un moment, il faut faire le va-et-vient. Ouais. Je pense que ce soit dans le bâtiment, dans d'autres domaines. Enfin, moi, j'ai l'impression que je rencontre des gens talentueux partout et des gens surtout aussi qui se brident peut-être un peu trop. Mais ouais, je pense qu'il y a ce va-et-vient qui est nécessaire entre l'expérience sensible de la matière et la réflexion, ouais, et repasser par le corps et tout ça. Et du coup, ouais, l'ingénierie, ça n'a pas été un rejet, mais ça a été une pause. Et ça me sert encore aujourd'hui tous les jours. Dans les grands concepts, bien entendu, je ne résoudre plus des équations différentielles comme ça tous les matins. Mais c'était une raison politique aussi de changer, c'est-à-dire de revenir à quelque chose qu'on peut facilement s'approprier, un artisanat. Là, moi, les bottes de paille, elles viennent à une heure d'ici, parce que bon, pour des contraintes techniques de compression de bottes, mais la terre, voilà, si de manière plus de pétrole, j'ai toujours une brouette et une pelle, et je peux aller chercher de la terre pas loin, tu vois. Et même sans aller dans ces extrêmes-là, parce qu'en termes de décroissance, on peut toujours faire un truc sans fin, mais juste re-questionner, pour moi, c'était re-questionner la place de l'ingénieur dans ce système capitaliste, en fait, qui était une position très bâtarde entre t'es pas l'ouvrier, t'es pas le patron, t'es un intermédiaire, là, et t'exécutes quand même pour des gens qui développent, enfin voilà, qui ont une direction de système, de modèle économique, de ce qu'ils veulent produire. Et c'est vrai qu'il y a des postes d'ingénieurs encore qui peuvent être très intéressants dans des petites boîtes, des bureaux d'études, des assos,
Dans la recherche, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Au demeurant, ça reste très conditionné par le système qui est en place. Et c'est pour ça qu'on, ouais, notamment par l'argent, quoi. Et ces intérêts-là. Et c'est pour ça qu'on voit énormément, de plus en plus, de dissidentes et de dissidents dans les écoles d'ingénieurs qui moi, à mon époque, je me sentais un peu seul. Notamment, j'ai terminé à l'INSA à Lyon. C'était un peu compliqué, un peu élitiste. Et tu as vu récemment, il y a eu des gens d'Agro-Paris Tech et ils arrivent dans le Tarn apparemment. Très bien. Le Tarn, c'est la contrée. Hein. Bah, si nous regardent sur YouTube, ils pourront passer avec plaisir. Hein. Moi, je salue ces mouvements-là qu'il y a eu et c'est très bien qu'ils aient fait ça. Et repolitiser, qu'est-ce que c'est l'ingénieur? Moi, j'imagine la tête des parents qui voient ça, qui voient leurs enfants qui sont en totale, comme on dit, sécession, qui disent non mais moi j'en veux plus de ton modèle. Qui ont économisé peut-être pour que leurs enfants puissent faire des études, pour qu'ils puissent peut-être se loger. Et là, ils entendent ça, mais c'est peut-être la plus belle prise de conscience de leurs enfants. C'est dur pour des personnes, quand tu as passé la majorité de ta vie dans un modèle et dans un schéma, c'est dur d'en sortir. C'est parfois trop difficile même, et c'est pour ça qu'on a aussi cette inertie. Elle est économique, financière, mais elle est psychologique aussi. Même Marx, je crois, disait que le capitalisme était déjà dans notre psychologie, quoi. Du coup, c'est dur de forcer les enfants qui débrayent. Moi, ma mère, le jour où j'ai annoncé que peut-être je vais aller après les études d'ingénieur, peut-être que j'irais faire du woofing et travailler dans des fermes. C'est du quoi? Elle a pleuré. Ah ouais? Et ouais, elle a pleuré. Moi, j'étais l'ascenseur social total d'une famille d'ouvriers, donc c'était pour elle, ça a été très dur en fait de s'imaginer que moi j'allais retourner dans les champs, qui avait été une condition, non pas elle, mais plutôt dans sa famille, où ils avaient dû s'en extraire parce que c'était trop paupérisé, quoi, c'était trop de pauvreté. Du coup, c'était difficile pour eux de comprendre que je refusais. J'étais monté dans l'ascenseur social, mais là je prenais l'issue de secours, quoi, par l'escalier, et ils ne comprenaient pas ça. Sans trébucher quand même. Mais ils ont eu du mal à comprendre ça, mais ils le comprennent de plus en plus, et notamment, ils s'aperçoivent que m'avoir fait faire toutes ces études-là, ça m'a donné une ouverture sur le monde, une réflexion sur les choses, rencontrer beaucoup de gens, et du coup, ça m'a fait prendre un autre chemin. Et regardez, maman, il passe à la télé maintenant. Quasi, parce qu'elle regarde pas trop YouTube, ma mère, mais ils voient que je suis content. Ils sont très, très contents aussi de voir toute la dynamique qu'on a avec les amis. On est un groupe d'amis en fait à la base. Vous mettez quand même en place je veux dire, si vous étiez posé et qu'il n'y avait pas de futur, là vous mettez tellement de choses en place, c'est la fierté, quoi. Oui, voilà. Et puis aussi, moi, ils voient que ça tourne sur les chantiers, tout ça. Donc voilà, ils s'aperçoivent que malgré mes choix radicaux, j'ai gardé, et même si j'ai beaucoup la tête dans les étoiles ou le ciel ou je sais pas où, j'ai aussi les pieds sur terre et que j'essaie de garder les deux, quoi. Donc ça les rassure quelque part. Écoute Gaël, merci pour ce retour d'expérience. Avec plaisir.